Bienvenue dans cette petite vidéo. Aujourd'hui, dans cette petite vidéo, nous allons traiter un exercice portant sur le cours d'auto-induction. Chers abonnés, sans toutefois tarder, nous allons passer à la présentation de notre exercice. Un circuit série comporte une bobine de résistance interne R et d'inductance L, un conducteur ohmique de résistance au camp R, un générateur de résistance négligeable et des forces électromotrices grand E, et enfin un interrupteur. À la date t égale à 0, on ferme l'interrupteur. Un dispositif approprié a permis d'enregistrer l'évolution de l'intensité I du courant qui parcourt le circuit au cours du temps. Le tableau suivant indique les valeurs de I à différentes valeurs de la date T. Le tableau est défini comme suit, ce que vous voyez déjà dans l'exercice. Quelles sont les questions auxquelles nous allons répondre? Première question. On demande de tracer la courbe de variation de l'intensité I du courant en fonction du temps T, c'est-à-dire la relation I égale à F de T. À l'échelle de 2 cm pour 0,25 10 puissance moins 3 secondes. Et 1 cm pour 10 puissance moins 3 milliampères, ampères du moins. 2. La question TA, on nous demande ici de savoir quel est le phénomène physique responsable du retard de l'établissement du courant dans le circuit. 2B. Expliquer brièvement ce phénomène. La troisième question, on nous demande de déterminer graphiquement l'intensité I0 du courant traversant le circuit lorsque le régime permanent est atteint. En 4, on nous demande d'établir l'équation différentielle suivant régissant la variation dans le temps de l'intensité I du courant. Voici l'équation différentielle que vous faites face. En 5A, on nous demande de déduire de cette équation différentielle l'expression de l'intensité I0 du courant en fonction de la force électromotrice grand E du générateur, de la résistance grand R du contour ohmique et de la résistance interne petit R de la bobine. La question 5B, on demande d'en déduire la valeur de la résistance petit R de la bobine. 6A, justifier que l'expression I égale à grand E sur R plus 1 facteur de 1 moins exponentielle de moins t sur lambda sur tau est solution de l'équation différentielle où sera exprimé en fonction, où tau sera exprimé en fonction de R, la résistance grand R du contour ohmique et la résistance interne petit R de la bobine. La question 6b, on a de définir la grandeur tau et de donner sa signification physique. Et ensuite, on dit de déterminer graphiquement la valeur du taux. Enfin, la question 6c, on demande à déduire la valeur de l'inductance L de notre bobine. Quelles sont les données que nous avons? Nous avons la valeur de la résistance du contour ohmique qui est de l'ordre de 390 ohms et la valeur de la force électromotrice du générateur qui est de l'ordre de 4 volts. Nous allons passer maintenant à la résolution des questions l'une après l'autre. Dans la première question, on nous demande de construire la courbe relative de l'intensité du courant I en fonction du temps T. Pour ce faire, on nous a donné ici un tableau des valeurs du temps et de l'intensité du temps et de l'intensité du courant I associé. Pour pouvoir bien faire nos constructions, on nous dit ici de donner une échelle. L'échelle est définie avec quoi? Sur la des nous pouvons construire ici la caractéristique du courant, l'intensité du courant en fonction de T. Donc, ça veut dire que, comme I ici, c'est la caractéristique I en fonction de T, l'expression qui est dans cette fonction, c'est-à-dire que la variable ici, c'est là qu'on va reprendre sur l'axe des axes, c'est-à-dire sur l'axe horizontal. Maintenant, le I de T, qui est dans R de T, est représentée sur l'axe vertical ici. Si nous avaient dit de construire la caractéristique, c'est-à-dire le temps T
en fonction de I, c'est-à-dire F de I, là, en ce moment, le courant allait être quoi? Dépendant sur l'axe des abscisses et le temps T est souvent dépendant sur l'axe des ordonnées. Alors, selon l'échelle, la première valeur, on dit ici, on prendra 2 cm pour 0,25 10 puissance sur moins 3 ampères. Comme ici c'est l'intensité du courant 6 en ampères, ça va dire quoi? Les valeurs qui sont écrites dans le tableau ici, pour le temps T ici, pour ces valeurs ce sont les valeurs du temps T en millisecondes. Donc, lorsqu'on veut convertir en secondes, millisecondes, on sera obligé de diviser ça par 1000, c'est-à-dire multiplier ça par puissance moins 3. Donc alors, on va faire ici 2 cm pour 0,25 millisecondes. Donc, de là, ici, nous avons ici le du repère qui est ici, le point qui est ici. Et 0, 1, 2. Puisque nous avons annoncé que 2 cm pour 0,25 millisecondes, donc je vais faire quoi? Je vais compter à partir de 0, 0, 1, 2. C'est à partir de ce deuxième centimètre là que je vais passer la première valeur du temps T. Alors, nous avons ici 2 cm pour 0,26 secondes, c'est-à-dire ici nous avons ici 0,25. 4 cm, nous avons ici 2 fois 0,25, ça fait combien? 0,50. Et ici nous avons ici 0,75. 0,75 plus 0,25, ça fait ici 1. Ici nous avons ici 1,25. Ici 1,50. Ici 1,75. Et là, c'est la toute dernière valeur de l'intensité de la façon de la valeur du temps T. Nous avons ici achevé ça en noir. Voilà. Maintenant, pour T égale à 0, nous sommes à l'unité de repère ici. Car le réseau secondaire repère, c'est le seul point de coordonnées 0, 0. Donc pour T égale à 0, I aussi égale à 0. On va d'abord positionner d'abord les valeurs de la valeur de l'intensité T. Pour bien remplir l'axe d'ordonnée, on nous donne également une échelle qui dit 1 cm pour 1 puissance moins 3 ampères. Ça ne va pas 1 cm pour 1 pour les valeurs de l'intensité. Donc nous avons ici 0, nous avons ici 1 milliampère, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10, qui est la valeur maximale de cette équation du courant donnée dans le test. Alors, sur la première, on va essayer de faire maintenant notre correspondance. Lorsque T égale à 0, l'équation du courant est ici non 0. Donc, nous sommes ici à l'unité de repère. Pour T égale à 0,25, nous sommes ici à cette valeur de 0,25 que nous voulons l'intensité du courant en milliampères, c'est 6,25. Donc nous donnons ici 0,25 là, jusqu'à 6,25. Voici ici. Donc 6,25, nous avons 6,25, c'est un peu proche un peu, on dépasse légèrement 6. Et voici donc la correspondance. Nous avons marqué un point ici. Maintenant, pour T égale à 0,5 millisecondes, nous avons fait une condition à 0,5 millisecondes ici. Que nous voulons travailler l'intensité, c'est 8,3. Donc 8,3, 0,5 secondes, 8,3, voici 8 ici. 8,3 millisecondes n'est pas ici. Donc, on essaie de chercher la correspondance de 0,25 et 0,5 sur la donnée. Et nous supposons que nous sommes à ce point. Pour T égale à 0,75, ça veut dire que nous sommes ici. La valeur de l'intensité du courant est égale à combien? 9,82. Donc à partir de là, j'ai conçu la coordonnée 9,2. Nous avons ici 9 ici, 9,2 sera qui est pas ici.
sur les problèmes de métrie, la construction serait un peu très facile parce que ici, le tableau ici ne sont pas bien gradué, les lignes ne sont pas bien visibles. Alors, pour t égale à 1 milliseconde, nous avons maintenant quoi? Nous avons I ici qui est 9,8 milliampères. Donc à 1 ici, on change 9,8. Parce que 9,8 c'est pratiquement proche de 10. Donc, il y a 1 ici. Nous avons maintenant pour t égale à 1,25. Nous avons le courant qui est égal à 10 ampères. Donc, à partir de 10 ici, nous allons prendre 10 ici. Pourquoi il fait ça? Parce que on remarque ici que la valeur de l'intensité du courant est la même pour les valeurs de T égale à 1,5, 1,5, 1,75. Donc on va chercher la correspondance. 1,25 va compléter sa correspondance. 1,75 et 1,5 sa correspondance. Et enfin 1,75 sa correspondance ici au carré. Donc, qu'est-ce que nous allons faire par la suite? On va estimer pour t égale à 0, l'intensité du courant ici est égale à 0 également. T égale à 0, ça correspond à quel moment? Ça signifie que lorsque t égale à 0, il n'y a aucun courant qui parcourt le circuit. Ce qui veut dire que physiquement, à l'instant t égale à 0, notre interrupteur K ici était ouvert, le circuit était ouvert. Alors ici, donc pour voir de lire ces conditions là, comme à t égale à 0, I, on a une valeur de I qui est égale à 0, alors on va commencer à partir du point 0 pour relier tous ces points là pour avoir notre cours. Alors nous allons essayer de construire cette courbe en noir. Vous voyez un peu l'évolution. Et arrivé ici, qu'est-ce que nous remarquons? Nous avons que nous avons une valeur qui est linéaire. Donc, maintenant, voici donc la représentation graphique et l'intensité du courant en fonction du temps t. Alors, si vous avez très bien compris cette partie, nous allons maintenant passer à la deuxième question de notre exercice. Dans la question 2a, on demande ici de t, moi de donner le nom ici du phénomène physique qui est responsable du retard du courant dans nos circuits. Alors, cette question, nous n'avons pas comment chercher à réfléchir assez. Nous avons d'abord vu dans la vidéo passée que, une fois que nous avons un circuit qui comporte de la bobine, alors la bobine ici, son rôle c'est de faire quoi? C'est de ralentir ici le passage du courant. Dans la prochaine vidéo, nous allons essayer d'expliquer brièvement bien ce phénomène dans ce exercice pour voir bien gagner. Parce que lorsque nous allons bien l'expliquer ici, pour vous n'allez pas bien comprendre. Mais ici, il faut savoir que lorsque nous avons un circuit électrique qui comporte, une fois que nous on va la présence d'une bobine, automatiquement, il y a forcément un retard dans l'établissement du courant dans la bobine. C'est ce que vous devez retenir. Pourquoi? Parce que à cause de la présence de la bobine. Donc, ces phénomènes-là portent tout simplement le nom du phénomène d'auto-induction. Donc, c'est ça que nous allons dire ici. Et bien, dans la prochaine vidéo, nous allons vraiment bien expliquer ce phénomène-là à travers les différents blocs que vous avez étudiés au cours. Donc, ici, nous allons dire que c'est le phénomène en question qui est responsable de l'état de courant, c'est le phénomène d'auto-induction. Auto-induction. Ici, il nous va demander dans la première question l'explication. C'est le phénomène d'auto-induction. Dans la question 2, on nous demande d'expliquer brièvement ce phénomène.
Alors, comment nous pouvons expliquer brièvement ici le phénomène d'auto-induction? Ce phénomène d'auto-induction, Dieu merci, a été brièvement expliqué par Faraday et Lenz. C'est-à-dire ici, on va utiliser la loi de Lenz. Lenz nous dit quoi? Lenz nous dit que dans un circuit électrique, ou bien lorsque nous avons un circuit électrique portant une bobine, alors qu'est-ce que la bobine fait? La bobine va s'opposer à la variation du courant qui la traverse. Par le biais de quoi? Par le biais d'une force électromotrice de la bobine elle-même qui va venir s'opposer à la force électromotrice du générateur. Vous voyez tout ça pour pouvoir bien résumer un peu cette loi, la loi de Faraday dit quoi? Que dans une bobine ici, alors la variation de l'intensité du courant ici s'oppose donc quoi? À la force, mais à la cause de une autre naissance. Quand on parle de cause en mécanique, on fait ici allusion à la force. Mais en réalité, la cause ici, la force qui est la force électromotrice, mais la force électromotrice. Donc voici un peu à l'oral tout ce que nous allons dire ici. Vous pouvez donc essayer de copier ceci brièvement. Donc, la loi d'auto-induction s'explique quoi? Par la loi de Lenz, tout simplement. Alors, dans la question 3, on va déterminer graphiquement l'intensité I0 du courant traversant le circuit lorsque le régime permanent est atteint. Alors, dans la première question ici, on demande ici d'expliquer, de déterminer quoi? Graphiquement, la valeur de notre intensité I0 lorsque le phénomène lorsque le régime permanent est atteint. Alors, il faut surtout savoir que lorsqu'un courant d'intensité I traverse ou bien alimente un circuit électrique, nous avons deux grands régimes qui est mis en jeu. Soit la valeur de l'intensité I qui alimente le circuit peut être variée en fonction du temps. Cela va dépendre du réglage du générateur. Si la valeur de l'intensité du courant varie au cours du temps de son alimentation, là, on dit que nous sommes dans un régime transitoire. Vous voyez un peu? Maintenant, nous sommes dans un régime permanent à quelle condition? Lorsque la valeur de l'intensité du courant atteint une valeur maximale, c'est-à-dire atteint une valeur de telle sorte que, peu importe le temps, au cours du temps que ça va prendre, on ne pourra plus régler encore. C'est pas possible pour nous. C'est vous donc dire que, en régime permanent ici, l'intensité du courant qui alimente un circuit ici est limitée à une valeur constante en régime permanent. Donc voici les deux grands régimes qui sont à jouer lors de l'alimentation d'un circuit électrique par un courant intensité. Donc il faut noter qu'en régime permanent, très généralement, la valeur de l'alimentation de l'intensité du courant est notée par grand I, ou grand I0. Mais lorsque nous sommes en régime transitoire, si le courant varie, on a ça tout simplement par un petit I. C'est la différence que vous devez savoir. Donc ici, nous allons déterminer graphiquement cette valeur. Voici la courbe de l'évolution de l'intensité du courant au cours du temps. À t égale à 0, je sais tant t est égal à 0 également. On remarque que de 0, que soit t appartenant à l'intervalle 0, jusqu'à 1,5. Bon, nous allons voir la courbe de cette séparation de la fonction de l'amplitude courant t en fait ici. Fait quoi? Varie au cours du temps. Ça m'indique que nous avons ici une fonction type exponentielle.
Ça va varier tout le temps. Lorsque le temps passe, plus le temps devient important, plus ça va être courant varie. Vous avez ici, voilà, une coupe qui est comment? Il croît. Donc ça dit comment que bon parcours ici. Alors, mais on remarque que dès que nous avons à l'instant égal à 1,25 millisecondes, dépassant 1,25 millisecondes jusqu'à 1,5 secondes à 1,75 secondes, on remarque que notre courbe là n'évolue plus. Ça veut dire que l'intensité du courant, la base de courant, demeure donc la même. Et cette valeur là n'est rien d'autre que 10 mA. Chose apprenant, tout à l'heure, c'est nous dit que notre régime permanent est atteint à quelle date? Qu'il soit T appartenant à l'intervalle fermé en 1,25 secondes jusqu'à 1,65 secondes, nous sommes ici dans un régime permanent. Parce que à ces intervalles de temps, on observe ici que notre courbe ici n'évolue plus. Ça va nous dire ici, ça va nous dire une ligne droite avec une fonction qui est croissante, qui est constante. À cette date, nous allons dire que le juste personne nous demandait de déterminer les santé à partir duquel nous avons si le juste permanent est atteint. Vous devez supposer que le juste permanent est atteint à un santé égal à 1,27 secondes. Ça à partir de ce instant que la courbe ici, nous faisons les santé permanentes n'évoluent plus au cours du temps. Mais entre 0 et l'intervalle, que je sortais à l'intervalle fermé 0 jusqu'à l'intervalle ouvert 1,25 millisecondes, nous sommes tous dans un régime transitoire. Parce que l'intensité du courant évolue au cours du temps. Alors, c'est apprenant. Donc, déterminer donc graphiquement la valeur de l'intensité du courant I0 en régime permanent. Donc, on regarde donc graphiquement à l'île sur la courbe ici. On observe sur la courbe. Quelle est donc la valeur qu'on laisse à partir de laquelle la courbe ici, on observe ici une droite et la courbe ici est toute constante. On marque ça à partir de 1,25 et à cette date 1,25 nous avons quoi? On observe ici que la courbe est constante. Donc, à partir du moment où la courbe ici est constante, elle nous bien ici pour bien également. Qu'est-ce qu'on va essayer de faire? On va essayer de projeter ça sur l'axe des ordonnées qui est l'axe ici des capacités. Et en projetant ici, on observe ici que I égale à 10 millisecondes. Alors, sur le graphique, on lit ici que le régime permanent est atteint, qu'il soit T appartenant à l'intervalle 1,25 millisecondes jusqu'à 1,75 millisecondes. Donc nous avons ici I0, ici c'est égal à 10 millisecondes. On va essayer de faire quoi? On va essayer de convertir ça. Pardonnez, c'est une erreur. Ici c'est l'intensité du courant. Ce n'est pas 10 millisecondes, c'est plutôt 10 milliampères. Parce que c'est l'intensité du courant ici, c'est en ampères. Nous avons ici 10 milliampères. Ces 10 milliampères, nous essayons de faire une conversion pour venir en ampères. On va multiplier ça par 10 puissance moins 3, ça veut dire 10 par 10 puissance moins 3 ampères. Ce qui va vous donner ici 10 puissance moins 2 ampères. Comme ici la valeur, maintenant c'est le courant I0 lorsque le régime permanent est atteint. Sans toutefois tarder. Et voilà maintenant la question suivante. Dans la quatrième question, il est question ici de déterminer notre équation différentielle que l'intensité du courant ici, qui obéit ici à la variation de notre intensité du courant T en fonction du temps T. Alors, pour ce faire, bon, nous allons faire recours à nos circuits. Donc nous avons ici le générateur qui est là, avec la force électromotrice du générateur. Le courant I circule de la borne positive vers la borne négative. Alors, donc, au moment du générateur, ce que vous devez savoir, c'est que la tension au bord du générateur, nous allons appeler ça ici UG. Je vais poser que c'est la tension au bord du générateur. Ici, cette tension est conforme, est égale à la force électromotrice
générateur. Alors, la tension au bord du contour omique ici, pardon, de la bobine, nous allons appeler ça UB. Et la tension au bord de la résistance ici, pour le contour omique, nous allons appeler ça U indice R. Alors, pourquoi nous n'avons pas indiqué l'essence ici, sur chaque tension? C'est parce que cette partie est très nécessaire que nous allons peut-être expliquer. Chez l'apprenant, dans un circuit électrique, la tension délivrée par le générateur qui alimente tout le circuit, sa tension ici va dans le même sens que l'intensité du courant. Je répète, c'est très important à savoir. Le sens de la tension délivrée par le générateur est de même que le sens de l'intensité du courant, il va alimenter tout le circuit. Ce qui n'est pas le cas pour les autres dipôles, à part les générateurs. Sauf les dipôles qui vont se comporter comme des générateurs. Alors, c'est bien dit que puisque le courant va dans ce sens, la tension du générateur aussi va aller dans ce sens. Maintenant, le courant circule. Arrivé ici, le sens du courant I, le sens du courant I, jusqu'à ce qu'on puisse atteindre quoi? La borne négative du générateur qui est ici. Alors, les autres dipôles, la résistance, le contour oblique et puis la bobine, les tensions vont s'opposer. Puisque le courant est comme ça, et les tensions vont aller dans le sens inverse. Et on va se donner le sens des deux tensions. Alors, sur l'apprenant, une fois que nous avons interprété les tensions, pour établir les équations sont différentielles ici en I, on va se faire quoi? On va essayer d'appliquer ce que vous appelez la loi des mailles. Appelée aussi la loi additive des tensions. Alors, pour appeler la loi des mailles, c'est très simple. Nous avons ici notre maille qui est là, qui a la forme d'un rectangle ici. On va essayer de se donner un sens arbitraire. Pourquoi on dit sens arbitraire? C'est un sens positif que toi tu donnes. C'est-à-dire, moi je peux essayer de prendre quoi? Le sens trigonométrie comme étant mon sens positif. Quelqu'un d'autre aussi, une autre personne Y, pour essayer de dire qu'elle va prendre le sens de l'élément comme étant son sens positif. Voilà pour essayer, on ne pose pas de sens, c'est un sens arbitraire. Alors, sur l'apprenant, ici, puisque nous sommes des mathématiciens aussi, c'est-à-dire un physicien, un professeur, un bon mathématicien. Alors ici, maintenant nous avons essayé de faire aussi de trigonométrie. On va toujours essayer d'aller dans le sens trigonométrie comme dans le sens positif. C'est bon? Alors ici, nous allons choisir le sens trigo. Si nous choisissons le sens trigo, ça veut dire que nous avons ce sens-là qui est là comme le sens positif. Alors on va essayer d'appliquer la loi de magie. Toutes les tensions dont leur sens ne va pas aller dans le même sens que nous avons choisi, dans cette loi-là, seront multipliées par un signe moins. Et les personnes qui vont aller dans le même sens que le sens trigo, seront maintenant ici notées par un signe positif, c'est-à-dire que seront telles qu'elles sont. Alors, elles sont par quoi? Puisque nous avons ici la loi que nous avons appliquée ici, ce sens qui est là, arbitraire choisi, s'oppose ici au sens de la tension au bord du générateur. Par contre, c'est le même sens que le sens des tensions au bord des autres dipôles. Donc nous avons ici la loi des mailles. Voyez ici. D'abord la loi des mailles, ici avec maille, nous aurons ici U, la tension au bord de la bobine UB, plus la tension au bord de la résistance. Pourquoi il y a plus? Parce que les tensions dans le circuit, leur sens va dans le sens positif que nous avons choisi. Par contre, la tension du générateur s'oppose. Donc, je vais mettre un moins ici, donc moins UG. Et on pose que tout ça va égal à 0. Alors, qu'est-ce que nous pouvons avoir ici? En essayant donc
de faire passer les deux là-bas, on va s'en rendre compte sinon que la tension au compte du générateur, moins la tension au compte du générateur, c'est égal à quoi? Une fois qu'on part d'une égalité à une autre, l'expression qu'on fait déplacer change de signe. Comme les deux ici étaient ici d'avoir un signe positif, alors on va avoir un signe négatif. Donc on va dire ici moins UB moins UR. Donc nous avons ici moins ici. En multipliant notre équation par 1 moins 1, ça va nous dire que nous avons ici la tension au compte du générateur, la tension au compte de la bobine, plus la tension au compte de notre résistance. Alors, on va essayer de déterminer l'élément d'instruction des deux autres tensions. En appliquant ce que nous appelons la loi d'Ohm. Alors, la tension au compte du générateur, elle est équivalente ici à la force électromotrice du générateur. Donc là, nous avons ici UG qui est égal à E, c'est égal à quoi? Nous avons ici la tension au compte de la bobine. D'abord, la tension au compte de la bobine, nous avons ici UD qui est égal à quoi? À R de la résistance interne de la bobine, multiplié par le courant I qui alimente la bobine, c'est le courant induit, moins la force électromotrice de la bobine. C'est cette force électromotrice de la bobine là qui a pour expression, d'après la loi de Lenz Faraday, qui a pour expression E égale à moins la dérivée de l'intensité du courant par rapport au temps T par la distance de la bobine L. Ça, c'est la loi de Lenz Faraday. Donc, c'est en injectant E par son expression moins L d sur dt dans cette équation, nous avons ici les signes qui vont se simplifier. On va ici la résistance interne de la bobine par le courant I, plus la distance L de la bobine par la dérivée, comme la variation, si vous voulez, de l'intensité du courant au cours du temps. Alors, nous allons remplacer le IB ici, la forme de la bobine, par cette dernière expression. Et nous avons ici R fois I plus R fois la dérivée de I par rapport au temps T ici. Il nous reste quoi? La tension au compte du résistor. Nous avons déjà vu ça dans la classe antérieure. On appelle la loi d'Ohm, ça fait la résistance de notre résistor multiplié par la tension du courant I qui traverse le traverse. Donc ça va dire plus qu'un R fois I. Alors, sur l'apprenant, vous avez ici, qu'est-ce qu'on a essayé de faire? On va essayer de factoriser ici par I. Donc, on aurait ici E qui serait égal à petit r plus grand R fois d de I plus R fois d de I par rapport au temps T. Et là, qu'est-ce que nous allons essayer de faire? À ce niveau-là, nous pouvons nous arrêter. Pourquoi? Parce que c'est l'expression que le test nous a demandé. On observe ici très bien que c'est une équation différentielle que nous avons ici. Si nous pouvons donc essayer de l'exprimer, de renvoyer tout ça à gauche, on peut se laisser ça comme ça, mais pas essayer de renvoyer tout ça à gauche et envoyer la question à droite. Et finalement, nous avons ici L dérivée de I par rapport au temps T plus petit r plus grand R fois d de I, tout ça égale à notre constante U. Alors, sur l'apprenant, voici donc notre équation différentielle à laquelle obéit l'intention du courant I qui parcourt le circuit électrique. Passons maintenant à la question qui suit très bien cette question. Dans la question 5a, on demande ici de déduire de notre équation différentielle l'expression de l'intensité du courant qui alimente le circuit, c'est-à-dire l'expression maximale constante de notre courant, I0 en fonction de E, la force de notre générateur, la résistance de ressort, la résistance interne de la bobine. Pour ce faire, nous allons essayer de rappeler donc la forme de notre équation différentielle. Notre équation différentielle
était la suivante. L fois la dérivée de I par rapport au temps t, plus grand R plus petit R fois I est égal à une constante E. Nous voulons exprimer ici. Ce n'est pas I dt en fonction des autres grandeurs, mais c'est plutôt le grand I. Le grand I, c'était quoi? C'était la valeur de la densité du courant en régime permanent. Et nous avons défini comme ça que en régime permanent, la densité du courant I ne varie pas au cours du temps t. Ça veut dire qu'en régime permanent, le courant I qui est là, I qui est là, égal à I0, qui est aussi égal à une constante. I égale à I0 qui est égal à une constante, ce qui veut dire que la dérivée de I par rapport à t égale à quoi? Égale à 0 à régime permanent. Ça veut dire que le courant ici est une constante. Donc, lorsque nous appliquons ce régime qui est là à notre équation différentielle, on va se rendre compte que nous aurons ici R qui sera multiplié par la dérivée de I par rapport à t ici qui fait 0, R fois 0, plus R, petit grand R plus R. Au lieu de mettre petit I, on va dire quoi? On va mettre I là par